Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau débat du bar refait le monde. Cette discussion va s'axer sur la Corée du Nord. Est-ce une menace? Qu'en est-il de ce Kim Jong-un qui fait parler tous les médias, qui inquiète et qui réveille de vieilles rancunes? Alors, c'est pour ça que nous sommes réunis ici pour en discuter. Et donc, pour cette discussion, je suis en compagnie toujours de plusieurs personnes. Donc, on a tout d'abord Vauban, Bonjour. Zoraï, Bonsoir. Impala Bonsoir. et Saganami, Bonsoir. qui étaient donc présents dans la première discussion retransmise. Ensuite, nous avons deux autres personnes qui se sont joints à nous. Nous avons d'abord Capitaine Follet Salutations. et Guy Lorck. Bonjour tout le monde. Voilà, donc nous sommes un peu plus nombreux ce soir pour parler du cas de la Corée du Nord et de toutes les menaces qu'elle fait planer. Et donc pour commencer, je vais laisser la parole à Zoraï qui a une petite chronologie à nous faire part. Alors, on parle beaucoup de la Corée du Nord en ce moment parce qu'il y a eu un regain de tension ces derniers temps. Alors, pour faire simple, ça a commencé vers le 12 décembre 2012, le 12-12-12, ça commence, allez. Donc c'est un tir de fusée réussi et l'ONU et la plupart des autres pays ont assimilé ça à un tir de missile car les fusées utilisent en grande partie des technologies qui servent dans les missiles, etc. Donc ensuite, dans les semaines qui suivent, on a la Corée du Nord qui est condamnée officiellement par l'ONU et proclame qu'elle veut procéder à un troisième essai nucléaire. Et le 12 février, elle le fait et l'essai nucléaire est réussi. D'après les organes de propagande, la bombe utilisée serait plus légère et destructrice que les précédentes. Et bien entendu, l'ONU a condamné cet essai. Le 7 mars, on a suite aux sanctions de l'ONU qui ont été adoptées le 7 mars, la Corée du Nord menace de frappes préventives les États-Unis, la Corée du Sud, tous et le Japon pour des frappes préventives pour conserver sa souveraineté sur l'arme nucléaire et pour éviter les sanctions. Ensuite, le 8 mars, nous avons une coupure du téléphone rouge entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, donc le lien de la dernière chance, le lien de la dernière chance qui avait déjà été coupé 5 fois avant avec le Sud. Et enfin, la Corée du Nord, ce même jour, abroge aussi le traité de non-agression entre les deux Corées, unilatéralement. Le 11 mars, nous avons le début des manœuvres américano-coréennes entre la Corée du Nord et entre la Corée du Sud et les Américains qui ont lieu chaque année. Et cette année, juste à cause du contexte de l'essai nucléaire, c'était un peu plus tendu. Le lendemain, le 12 mars, il y a une île sud-coréenne est désignée par le dirigeant Kim Jong-un comme première cible en cas de guerre. Ensuite, le 15 mars, la Corée du Nord effectue un tir de missile de courte portée, environ 120 km, et annonce que la Corée du Nord a été victime d'une cyberattaque. Donc, qui ont visé les principaux sites officiels du régime, les sites des chaînes d'information, du gouvernement, etc. Le 18 mars, la Chine tente de calmer le jeu en sermonnant non seulement la Corée du Nord, qui est la Chine pour s'allier avec les missiles, mais aussi elle dénonce le fait que les États-Unis aient augmenté leur défense antimissile en réponse à Pékin, à Pyongyang, et dénonce la surenchère qui a été faite sur la Corée. Et le 20 mars, apparemment, les États-Unis n'ont pas écouté bien la Chine, puisque pour les manœuvres, dans le cadre des manœuvres des B-52, donc des bombardiers américains, qui est en passe de devenir sans doute le premier avion, le plus vieil avion en service dans les armées,
Un bombardier donc des bombardiers survolent la Corée du Sud dans le cadre des manœuvres, et ces bombardiers peuvent par exemple être vecteurs d'une arme nucléaire en tant que bombardier. Et la Corée du Nord, bien entendu, proteste face à cette démonstration de force, et la Corée du Sud annonce une cyberattaque elle aussi contre ses sites banques et de télévision et du gouvernement. Le 21 mars, donc le lendemain, en réponse au vol de B-52, la Corée du Nord menace de frapper Guam et les bases militaires américaines au Japon. Le 26 mars, nous avons la mobilisation de l'armée coréenne est prononcée par les dirigeants de la Corée du Nord, qui continue ainsi l'escalade. Et le 28 mars, d'abord, en réponse encore une fois à la mobilisation et à l'escalade, les Américains déploient des bombardiers B-2, des bombardiers donc furtifs, les fameuses ailes volantes, en Corée du Sud pour les exercices militaires toujours. Le 30 mars, la Corée du Nord se déclare en état de guerre avec la Corée du Sud. Néanmoins, comme techniquement il n'y a jamais eu de traité de paix, les deux pays sont toujours en guerre. C'est donc seulement une annonce, considérée comme de la provocation par les plupart des instances internationales et l'ONU. Le 1er avril, toujours en réponse à la surenchère nord-coréenne, des F-22 sont envoyés en Corée. Ce sont des chasseurs furtifs américains très haute technologie, de 5e génération il me semble. De plus, les États-Unis envoient des navires de guerre dotés de mesures antimissiles au large de la Corée du Sud, toujours dans le cadre des manœuvres. Et la Corée du Sud promet une riposte aux provocations nord-coréennes si elles ont lieu. Néanmoins, ce même jour, la Corée du Nord annonce la remise en route du complexe militaire de Yongbyon, je suis pas sûr de la prononciation, qu'elle avait arrêté dans le cadre de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Donc ensuite tout s'accélère. Le 3 avril, nous avons le blocus de Kaesong, qui est un grand site industriel intercoréen à la frontière, où, pour faire simple, le nord fournit les ouvriers, le sud fournit les cadres et la technologie. C'était où 50 000 travailleurs nord-coréens, ce qui n'est pas rien, travaillaient et généraient environ je vais pas dire de bêtises, il me semble que c'est 1 milliard, après je sais pas si c'est 1 milliard de won, donc la monnaie coréenne, ou 1 milliard de dollars de bénéfices par an pour le régime. C'est de quoi réduire un peu la dépendance vis-à-vis de la Chine, qui est le seul allié et le principal investisseur en Corée du Nord. Ce complexe industriel n'avait été fermé qu'une seule fois en 2009 depuis le début de sa création pendant une seule journée. Le même jour, donc le 3 avril toujours, la Corée du Nord donne le feu vert pour des frappes nucléaires sur les États-Unis. Elle donne, pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Il n'y a toujours pas de missiles, sinon ça se saurait. Donc le 4 avril, les missiles de les agents de la Corée du Sud disent que annonce avoir repéré des missiles nord-coréens déployés sur la côte est, sur la côte est de la Corée du Nord, face au Japon. Ensuite, le 6 avril, la Corée du Nord met en garde les ambassades étrangères sur son territoire et annonce que à la date du 10 avril, elle cessera de garantir la sécurité des ambassades. Le 7 avril, les États-Unis jouent la détente en reportant le tir d'un missile Minuteman III, test de missile. Et la Chine continue à demander un apaisement de la part des deux parties. Le 9 avril, les Nord-Coréens décident d'arrêter leur participation au complexe industriel de Kaesong, et le Japon déploie des défenses antimissiles à Tokyo et dans les grandes villes japonaises, et annonce qu'elle en mettra aussi à Okinawa
meilleure base avancée anti-missiles selon les forces d'autodéfense japonaises. Le 10 avril, donc il y a 2 jours, le niveau de surveillance des militaires des États-Unis et de la Corée du Sud est relevé au niveau 2, sachant que le niveau 1 correspond à l'état de guerre, c'est-à-dire que c'est une menace vitale pour considérée comme une menace vitale par les deux pays. Et le 10 avril toujours, la Corée du Nord est accusée d'avoir mené les cyberattaques contre la Corée du Sud. Et c'est le début d'une situation économique peu favorable à la Corée du Sud, avec avec les menaces nord-coréennes impactent le marché asiatique qui juste là était resté plutôt stable. Le 11 avril, les Américains déploient un radar flottant pour éventuellement intercepter les missiles, et Obama demande personnellement à la Corée du Nord d'arrêter de jouer avec le feu. Enfin, le 12 avril, aujourd'hui, les services de renseignement estiment que la Corée du Nord était capable de lancer un missile nucléaire, ce qui a été annoncé dans un rapport au Congrès, il me semble, et ça a été démenti dans la journée, car apparemment le document n'avait pas été classé top secret comme il faut. Après, voir si c'est vrai ou non, c'est ce que nous allons bientôt savoir. Alors, maintenant nous allons pouvoir, si vous avez des questions, j'ai peut-être été un peu rapide et pas très clair, je pense que vous avez remarqué un peu trop d'informations à dire en même temps. Là, on voit qu'il y a un bel engrenage. Ouais, c'est une escalade, quoi. Et aussi avec ce que tu disais, mais que la Chine disait mais de s'apaiser, mais il n'y a pas aussi la Russie qui demandait... La Russie a aussi dit, mais dans des proportions un poil plus réduites que la Chine, puisque la Chine est quand même le premier partenaire économique de la Corée du Nord, et quasiment le seul. Mais il y a eu, oui, effectivement, des demandes de la Russie d'apaiser les tensions dans la péninsule. Il me semble que dernièrement, les États-Unis ont fait un pas en direction de la détente quand même, puisque il me semble que un tir. Oui, le tir du missile Minuteman 3, j'ai dû en parler. J'en ai parlé. Il a été reporté justement pour la paix. Donc oui. Donc c'est ce que où je voulais en venir, c'est-à-dire que là c'est un premier pas vers la détente. Donc est-ce qu'on va vers une détente généralisée des deux côtés, ou alors on peut continuer dans l'escalade pendant un certain temps? Alors ils ont ils ont peur d'une étincelle, tout simplement, parce que moi je pense qu'ils veulent pas en venir tous les deux de chaque côté à la guerre, mais disons qu'ils sont allés tellement loin dans l'escalade que il suffirait d'une erreur humaine ou quelque chose comme ça. Et... Voilà, quoi. C'est comme tu dis, même la Corée du Sud s'est placée en niveau 2 d'alerte, ce qui est une perte sèche économique. Ça indique que ça chauffe quand même. Hein. En termes d'erreur humaine, on peut avoir par exemple la ville de Yokohama au Japon qui a par exemple annoncé sur Twitter par mégarde qu'un missile nord-coréen avait touché la ville. Ce qui est totalement faux, aucun missile n'a été tiré. En fait, ils l'ont fait. C'était un accident. D'accord. Ouais. Par contre, pour le moment, on n'observe pas, par exemple, de départ des ressortissants étrangers de Corée du Sud et de Corée du Nord. C'est vrai. En Corée du Nord, je crois qu'il y a des ambassades qui ont été évacuées quand même. La plupart des membres de la communauté internationale ont décidé de laisser leurs ambassades en Corée du Nord, estimant qu'il n'y avait pas besoin. Et les ressortissants, on les rappelle pas encore, donc. Les ressortissants, Paris a décidé de ne pas rappeler ces ressortissants pour l'instant. De toute manière, nous n'avons pas d'ambassade en Corée du Nord, puisque nous sommes l'un des 2 seuls États de l'Union européenne à ne pas reconnaître la Corée du Nord en tant qu'État. Sérieux? Et on est les seuls avec l'Estonie à ne pas reconnaître la Corée du Nord. Camarade estonien. C'est pour ça qu'on a très peu de Français sur le territoire nord-coréen. Remarque, tranquille. Est-ce pourquoi... Vas-y, bon. Moi, je me pose une question, c'est pourquoi est-ce qu'au début, quand Kim Jong-un il est arrivé au pouvoir, pourquoi est-ce qu'au départ il y a eu une phase de détente où il a fait un grand pas vers l'ouest, enfin, sans pas appeler ça encore l'ouest, et pourquoi est-ce que maintenant il commence à vouloir s'agiter?
Alors, c'est une bonne question. Alors, beaucoup pensaient qu'il était pour une détente, il venait juste d'accéder au pouvoir et il avait besoin de consolider son pouvoir intérieur. On pensait qu'il allait d'abord s'occuper plus de ses affaires plutôt que du reste. Enfin, je crois, hein. Me suis pas tout à fait renseigné dessus, mais actuellement, la plupart des pays, enfin des experts pensent plutôt qu'il est en train, en faisant la traditionnelle escalade coréenne, essaye de se stabiliser son pouvoir en même temps à l'extérieur et à l'intérieur, puisque les militaires ont quand même un grand pouvoir en Corée du Nord. C'est une façon de s'affirmer et de montrer qu'il est fort. Oui, c'est un classique de toute autocratie, l'ennemi extérieur, l'ennemi intérieur. Voilà. De toute façon, comme je le disais précédemment, si il voulait vraiment déclencher un conflit, déjà, ça ne traînerait pas. Et d'autre part, on remarque quand même qu'au niveau, il a fait un remaniement par rapport à son père du personnel proche, et notamment le Premier ministre qui a déjà œuvré il y a quelques années et qui est considéré comme un réformiste plutôt basé sur le modèle chinois. Exactement. Ouais. Il était quasiment arrivé à la finalisation de sa réforme, mais il a été viré du jour au lendemain, apparemment parce qu'il ne plaisait pas aux militaires en place. Classique. Et il a passé une période à être le directeur d'une usine chimique sur la côte ouest de la Corée du Nord. Est-ce que, juste une question, est-ce qu'on va parler plus précisément de la Corée du Sud, de comment ils ont réagi? Est-ce qu'on a une partie du débat qui s'articulera autour de ça? Bien, j'ai moi-même des informations concernant en fait ce que dispose la Corée du Sud d'un point de vue de défense. Qu'est-ce qu'elle a? Un petit point assez bref, mais histoire de montrer que la Corée du Sud n'est pas seulement protégée par les États-Unis, et même si en cas de conflit ce serait les États-Unis qui disposeraient du commandement, la Corée du Sud a ses propres forces et elle a de quoi répondre à la Corée du Nord. Pour ce qu'a demandé Saga, on sait que la présidente sud-coréenne, dont j'ai oublié le nom, qui doit être tout à fait imprononçable comme la plupart des noms coréens, c'est pas gentil ça. C'est pas gentil. Non, a annoncé que la Corée du Sud répondrait fermement à toute provocation du Nord en cas d'incursion sur le territoire ou. C'est Mademoiselle Park. Oui. Ouais, alors voilà, c'est ça. Faut pas oublier que cette demoiselle est la fille d'un dictateur de Corée du Sud et qui lui-même a été la cible d'un attentat par le leader de la Corée du Nord de l'époque, et que la mère de l'actuelle présidente a donc été tuée lors de cette tentative d'attentat. Ouais. Et puis il y a aussi le fait que il y avait eu la dernière escalade où ils avaient coulé une corvette et bombardé une île. Il y avait eu beaucoup de critiques de la part de la population sud-coréenne vers le pouvoir en disant mais il faut répondre à ça, etc. Et donc surtout une corvette assez moderne qui se fait couler par un sous-marin tout pourri. Ouais, un sous-marin qui était totalement apparemment. Tu anticipes un peu ta partie là. Donc voilà, la Corée du Sud, on a l'impression vraiment qu'ils montrent les muscles et finalement ils ont assez intérêt à ça au niveau politique intérieur, comme peut-être personnellement vu ce que tu disais sur la présidente actuelle. La Corée du Sud en fait elle veut vraiment gagner en pouvoir, en autonomie, je pense, par rapport aux États-Unis. Là dernièrement elle est allée voir Obama et il y a pas mal de discussions à propos de potentielle aide financière américaine et ainsi que technologique en fait, voilà. Je pense que j'y reviendrai plus tard parce que les nouveaux éléments. De toute façon, ça fait partie de la géopolitique régionale qui est désormais un point central de la géopolitique mondiale. C'est-à-dire qu'il y a ces pays qui sont devenus puissants, la Corée du Sud, la Chine, le Japon, Taïwan. Les États-Unis qui sont alliés avec la Corée du Sud, le Japon notamment et Taïwan.
c'est une zone à haute tension où il y a une course à l'armement permanente. Et le conflit entre les deux Corées n'est qu'un élément de cette géopolitique-là. Ouais, c'est une vraie poudrière, hein. Je suis d'accord. Vas-y. Bon, eh bien, on peut peut-être passer donc au point justement, un point assez bref à comparer à tout ce qui a été fait par The Rai, sur le cas de la défense sud-coréenne. Eh ben, pourquoi pas, vas-y. Je t'en prie. Eh bien donc ce que j'ai retenu sur la puissance sud-coréenne, c'est qu'elle n'est pas négligeable, hein, même si elle dépend beaucoup encore, on va dire, elle est encore affiliée aux États-Unis. On a par exemple, pour ce qui est des effectifs, 672 000 hommes d'armée et près de 4 millions et demi de réservistes. Donc autant dire que ça en fait une des armées les plus puissantes de cette région du monde. Et on est bien loin de ses débuts d'ailleurs. Donc pour ce qui est du budget de la défense, alors il est statué par exemple j'ai l'exemple de 2010 à 30 800 milliards de wons, donc la monnaie, ça équivaut à 24 milliards de dollars apparemment, donc c'est quelque chose, c'est assez important. Dans le même temps, la France consacrait 45 milliards de dollars environ, je crois. Et ça représente combien de son PIB 2,8% du PIB. Ah ouais, consacré à la défense. Et donc il y a une industrie de l'armement qui s'est développée, hein. On n'est plus comme dans les années 1970. On a vraiment donc une armée qui s'est modernisée. Sinon, il y a aussi d'un point de vue spatial, il y a eu un projet spatial, hein, qui s'est développé. Donc un projet de lanceur. Bon, on a déjà eu 3 tentatives. Les 2 premières ont échoué, mais celle qui a eu lieu le 30 janvier 2013, elle a réussi. Ils ont mis en orbite un satellite. Donc c'est une manière de répondre justement aux tirs de la Corée du Nord. C'est pour... Ouais. Donc bon, après, pour ce qui est du soutien américain, on a 30 000 soldats américains qui sont stationnés sur place. Et en cas de, comme je l'avais dit, en cas de conflit, c'est les États-Unis qui exercent le commandement militaire. Mais bon, sinon c'est à peu près, donc tout pour faire simple, ce que j'avais résumé par rapport à la défense, c'est-à-dire qu'on a réellement, on n'est pas du tout face à un pays de Corée du Sud qui tomberait à la première attaque de Pyongyang, sûrement pas. Et c'est pour ça que ce n'est pas intéressant pour Pyongyang d'un point de vue militaire de lancer une offensive, parce qu'il n'aurait pas les moyens de la gagner, parce que tout simplement il y a beaucoup trop de répondants en face. Bah, une offensive conventionnelle, oui. Après, oui, ils peuvent tenter des actes de terrorisme, ou alors tenter la guerre atomique, mais là encore, ils n'auraient pas du tout l'avantage. De toute façon, on va parler plus tard des forces de la terrible Corée du Nord. Vous allez voir que c'est une armée terrifiante. J'espère qu'elle aura du répondant par rapport à cette armée je troll un peu, mais il y a quand même, c'est quand même une puissante armée. C'est juste que elle est un peu dépassée technologiquement. Oh, juste un peu. Pourquoi utiliser ce genre de circuit? Oh, elle a une vingtaine d'années de retard. Bon, ça va, c'est pas mal. Apparemment, eh bien, en décembre 2015, lors d'un sommet du G20, il est prévu que la Corée du Sud devienne la propre chef et que ce soit elle qui reçoive le commandement. Mais tout à l'heure, on parlait de la présidente nord-coréenne. Est-ce que sud-coréenne, sud-coréenne, c'est mieux. Je sens qu'on va se tromper dans ces émissions. Est-ce que c'est la présidente sud-coréenne depuis son élection? Est-ce qu'il y a un changement de sa politique avec la Corée du Nord? Ou alors c'est toujours une... Si je me souviens bien, là, elle vient juste d'arriver au pouvoir et elle est arrivée en septembre. Ouais. De toute façon, il y a eu un gros problème pendant une bonne partie de la crise actuelle. C'est que le ministère des Armées de la Corée du Sud était complètement remanié. Donc il y avait personne qui avait les capacités au niveau de la chaîne de commandement à ce niveau-là pour une guerre conventionnelle ou tout conflit. Ah ouais, ils étaient pas prêts politiquement, quoi. Voilà. En fait, pour faire simple, il y avait personne qui était capable de déclarer la guerre déjà.
Ah oui, ça peut servir. C'est un peu bête quand C'est même. moche. C'est moche. Ça, c'est de l'anarchie. Enfin, bon, donc, C'est peut-être pour ça qu'il en a profité, Kim. Ouais, c'est peut-être pour ça, il y a pas... Oui. Alors en plus, au moment de début de la crise, donc décembre, on était dans le remaniement des 3 pays principaux, c'est-à-dire la Chine qui renouvelait son gouvernement, le Japon qui renouvelait son gouvernement, et la Corée du Sud qui remaniait... Ah remanié. Exact. Tu as raison. Ouais, donc en fait, c'est qu'ils ont bien choisi mais leur moment, ils ont fait ça, mais quand la politique était en train de changer. Après, la Chine, tout le monde savait qu'il allait être élu depuis plusieurs mois, donc... On en reparlera peut-être après, mais Ouais, comme souvent quand ça commence à chauffer dans la péninsule coréenne, c'est toujours au moment des exercices conjoints entre Corée du Sud et USA. C'est pas un hasard, honnêtement. C'est le moment où il faut montrer les muscles. C'est annuel, hein. Voilà, c'est régulier. Donc, Ce qui confirme que ça risque rien, mais parce que sinon, mais que si vous voulez déclarer la guerre, mais ça serait pas quand les autres ont déjà placé, mais toutes les forces armées juste à côté. c'est-à-dire que dans la mesure où on en reparlera avec plus précisément plus tard avec Vauban, mais dans la mesure où la Corée du Nord c'est une armée de conscrits, il faut d'abord mobiliser avant de pouvoir faire la guerre. C'était une des grosses... mais de toute façon, je dis plus précis que l'horloge atomique, les relations entre les deux Corées. D'ailleurs, en parlant de ça, Vauban, normalement tu es le prochain intervenant, justement. Voilà. Mais tout à fait, monsieur Maxilve. Il s'agit de répondre à la force sud-coréenne. Ah, mais j'ai les moyens. Ce bon Kim Jong-un a les moyens de ses ambitions, du moins en termes quantitatifs. Donc, si je prends les chiffres de 2013, alors, au niveau quantitatif, la Corée du Nord, c'est à peu près 1 million de militaires professionnels, plus 8 millions de réservistes. Donc, il y a dans les 6000 blindés, 21 000 pièces d'artillerie, plus de 500 avions de combat et 70 sous-marins. Ce qui est... pas si mal. Pas trop mal. Donc l'armada de Corée du Nord est impressionnante et est supérieure quantitativement à son voisin sudiste. Toutefois, au niveau du rapport de force, c'est sans compter l'apport qualitatif. Donc je vais y consacrer mon petit passage. Je vais commencer par les forces terrestres qui sont construites autour de la vieille doctrine qui date depuis la fin de la première guerre de Corée, c'est-à-dire déploiement de blindés soutenus par de l'artillerie et qui occupent le terrain, suivi par l'infanterie. Dans cette optique, il y a 9 millions de personnes. Oui, alors les forces armées populaires comptent 9 millions de personnes et disposent de nombreux chars lourds soviétiques des années 40, genre T-54. Ils en ont à peu près 4000. Et ils possèdent 8000 blindés de fabrication locale copiés sur les modèles T-62 et T-80 soviétiques qui datent des années 60 ou 80. Donc ensuite on passe aux forces aériennes populaires. Donc on connaît peu de choses parce que ils sont rarement en vol du fait du manque de carburant récurrent de la Corée du Nord. C'est pas on sait qu'ils doivent être sous-équipés, vraisemblablement sous-équipés, sous-entraînés. Contrairement à une certaine rumeur propagée par certains membres du Forum de la guerre, ils n'utiliseraient pas encore 2015. Contre, la plupart de leurs appareils sont considérés comme de troisième génération, genre MiG-21 et MiG-23. Donc, pour remplacer ça, c'est à peu près la période de la guerre du Vietnam. Ça fait
Ça fait un bail quand même. Ils ont quelques appareils de 4ème génération, donc des MiG-29, qui sont chargés de la défense de Pyongyang. Alors, autrement, ils ont une superbe défense anti-aérienne extrêmement variée, mixant des unités des années 40, c'est-à-dire type trailleuse, avec des batteries soviétiques des années 60-80, qui font un peu plus mal d'ailleurs. Ouais, c'est les mêmes qui ont abattu les avions américains lors de la guerre du Kosovo. Alors, selon les experts américains, la Corée du Nord aurait donc une capacité de protection marginale de son espace aérien et une faible capacité d'attaque du territoire ennemi. Enfin, je termine par le meilleur, c'est-à-dire la marine populaire de Corée. Cette terrible marine repose sur une puissante force sous-marine de 70 bâtiments. Alors, avec 20 sous-marins de classe Romeo, c'est-à-dire en fait des U-boats XX-1 qui étaient utilisés par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. C'est moderne. Sous-marins de classe Sanko qui sont complètement démodés, et de 10 sous-marins de type Yono, dont un a réussi par miracle à couler la corvette dont on parlait tout à l'heure. En conclusion, l'armée nord-coréenne est avant tout une gigantesque armée équipée et dirigée dans le style des années 70. Il est bon de se rappeler que si la Corée du Nord dépense 25% de son PIB, soit 10 milliards de dollars pour l'armée, la Corée du Sud ne dépense que à peu près 2,5% du sien, pour un de 36 milliards de dollars pour l'année. C'est un peu, la Corée du Nord, c'est un peu le dépotoir de l'URSS et de la Chine, en fait. C'est vrai parce qu'ils mettent plus d'argent avec la Corée du Sud, mais ils ont quand même mis des trucs qui datent de 40 ans, quoi. Non, ils mettent moins d'argent que la Corée du Sud, mais leur économie, en fait, ça prend une plus grande part. Mais ils mettent moins d'argent. L'économie nord-coréenne, c'est une catastrophe de toute façon. Donc, alors, je demande cette affirmation. L'économie nord-coréenne est celle de la Corée du Sud jusque dans les années 70. Oui, mais apparemment depuis les années 70, c'est la ça crise. Ça explique des choses. Ils ne sont pas arrêtés. Et ils ont dit c'est bon, on est devant les gars, on arrête de bosser. Non, en fait, c'est qu'ils sont restés bloqués aux années 70. Le ralentissement de tous les modèles productivistes. Donc tout le bloc de l'Est, et à partir des années 80-90 et la chute de l'URSS, ça commençait à être drôlement difficile pour la Corée du Nord, qui dépendait beaucoup d'apportations venant de pareils produits blocs. Oui. C'est d'ailleurs dans les années 90 qu'il y a eu l'épisode des grandes famines qui a tué un Nord-Coréen sur 10. T'avais pas parlé d'artillerie très très moderne qui pourrait quand même posséder, qui est juste de la nuisance entre guillemets. Pardon? T'avais pas parlé d'une artillerie plus moderne que tout ça, parce que tout ça, c'est la bonne vieille doctrine soviétique, quoi. Une artillerie mobile soviétique des années 80. C'est l'armement yougoslave qui a servi à abattre les F-16, je crois, américains lors de la guerre du Kosovo. Ah, c'est du solaire, hein, d'accord. Oui. Ouais, mais bon, avec ce qu'il y a aujourd'hui, c'est un peu dépassé, disons. Donc en gros, leur armement, il s'arrête, enfin la modernité de leur armement s'arrête, on va dire, aux années 80, en fait. Ça va plus loin. Début des années 80. En fait, c'est comme la Chine quand fin 70, début 80. En fait, c'est comme la Chine quand quelque chose de moderne là-dedans, au moins. Les chapeaux. Disons que leurs sous-marins de poche sont ce qu'il y a de plus moderne, puisque ils ont eu des révisions jusqu'en 2010. Le problème, c'est que voilà quoi. C'est des sous-marins de poche. C'est des bâtiments qui font moins de 150 tonnes. C'est pas avec ça que tu peux faire une vraie guerre. Non, c'est plus pour du harcèlement et des missions d'infiltration. D'actions, comme ils ont fait avec la corvette sud-coréenne.
Ouais, c'est plus dans le cadre d'une guerre terroriste entre guillemets quoi. Alors oui, de toute façon, par contre, ce qu'il faut dire, c'est que là, je cite le matériel, mais tout leur matériel a été amélioré quand même pendant les années. C'est-à-dire que ils ont le modèle de base soviétique qu'ils ont ensuite amélioré avec les moyens qu'ils trouvaient à droite et à gauche. Ce qui fait que Et si on mettait des roues, des chenilles au char? Ouais, ce serait une bonne idée. Non, mais Oh, ils non. ont par exemple des chars avec un châssis chinois, un moteur russe et Moins d'Est allemand. du blindage de conception locale. C'est bien, ça roule. C'est déjà pas... Bah, au moins, c'est déjà ça. Est-ce que Si ça roule, c'est bien. Donc, Bon, stop, donc actuellement, Leur dernière version de char, basée à partir du T80, pourrait concurrencer un T90. ouais, ça c'est sûr. Hein. Les T80, c'était sympa. C'est relativement correct, c'est pas extraordinaire. Et Bah, quand tu sais que le Leclerc, qui est un des chars les plus modernes du monde, il a été conçu dans cette période-là aussi, mais amélioré par la suite, tu sais que qu'ils peuvent en faire quelque chose. Oui. Ils ont l'équipement pour l'améliorer. Après, le problème étant que leur doctrine est un peu dépassée depuis. C'est une doctrine des années début 80, fin 70, comme leur armement en fait. Ouais, bah, bonne vieille doctrine soviétique, quoi. Et comme l'idéologie politique au final. Un peu modifié au cours des années parce que ils sont pas restés dans l'immobilisme total comme leur armement, mais c'est pas basé sur les modèles qui ont été faits par la suite dans les pays occidentaux. T'as parlé de cyberattaques. Est-ce qu'ils ont parce que aujourd'hui il y a beaucoup d'États qui commencent à investir dans des équipements de cyberattaque pour pouvoir attaquer. Les Nord-Coréens ont mis le cyberpirate, il me semble. Ouais, mais est-ce que c'est pas juste pour faire joli pour le JT nord-coréen? En fait, le truc, c'est que comme la Corée du Sud est l'un des pays les plus connectés au monde, une cyberattaque c'est potentiellement super dévastateur. Bah oui, c'est d'ailleurs, ça. c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui est passé le 20 mars. Il y a eu, c'est la Corée du Nord qui l'a fait. C'était très rudimentaire, mais ça a marché. Et leur terrible supercalculateur qu'ils nous ont montré il y a quelques temps serait capable de mener une attaque massive contre les banques sud-coréennes. Ouais, enfin, on fera ça à la fin si vous voulez, le top 10 des inventions coréennes ou quoi que ce soit, mais là pour l'instant, Ouais. revenons-en eh bien, donc, à la suite de Nous avons vu du sujet. Donc c'était à qui? donc, moi, je me posais une question en plus. Quand tu parles de l'armée coréenne, la plupart du temps, tu parles d'armes et de matériel venant de l'étranger. Est-ce qu'ils produisent des armes sur place? Enfin, des armes, quand je parle entièrement des armes? Et bien, Voilà. comme je viens de le dire, en fait, la Corée du Nord a une méthode, c'est-à-dire qu'elle prend les armes. Pendant un certain temps, elle a acheté des armements soviétiques, et quand l'URSS a explosé, elle n'a eu d'autre choix que d'améliorer le matériel qu'elle possédait déjà, puisqu'il y avait personne qui voulait lui vendre des armes. Ce qui fait que aujourd'hui, ils ont un armement qui est fait à partir de modèles soviétiques, améliorés selon les standards nord-coréens. Donc, en gros, il y a rien qui est produit maison. Hein. Si, il doit y avoir des trucs parce qu'ils sont quand même exportateurs nets en armement. Hein. Oui, non, mais mais c'est ça, ce des copies, que je disais. En fait, ils ont amélioré le modèle, mais ils produisent localement les modèles issus du truc D'accord. Par exemple, le char, un char soviétique T80 a été transformé par la Corée du Nord et maintenant ils le produisent. Pareil pour leur sous-marin de poche. Et peut-être pourrait-on donc passer à on va dire la partie suivante. Ouais, les bombes. Donc c'est pour parler justement Donc en fait, de la réalité. en caduque toute la doctrine que j'avais exposée dans ma partie. C'est ça, Saganami Oui. montre l'ultime arme nord-coréenne. Oui et non, parce que justement quand on parle de doctrine soviétique des années 70, ils imaginaient pas la guerre autrement qu'une guerre dans le cadre d'une guerre atomique. Donc
ils intégraient à leur propre arsenal tactique des armes tactiques nucléaires. Donc peut-être que la Corée du Nord veut en venir à ça, admettons. Pour l'instant, en tout cas, ils n'en ont pas la possibilité. Donc, je vais revenir aux fondamentaux. Ils ont fait 3 essais nucléaires jusqu'à présent. 5 avril 2009, 25 mai 2009 et dernièrement le 12 février 2013. Celui du 5 avril 2009 était loupé. On le sait parce que ils ont annoncé l'essai et comme c'est des essais souterrains aujourd'hui, on fait plus que des essais souterrains. Tous les sismographes ont capté ça et la puissance était largement inférieure et ça c'était pas conforme à ce qu'on attendait. Donc on sait qu'il a raté et on sait que les suivants ont réussi par contre. Alors c'est des puissances de 10 kilotonnes, 10-20 kilotonnes à peu près, c'est-à-dire des armes normalement stratégiques, mais de toute première génération. Pour donner un exemple, les essais nucléaires du projet Manhattan, c'était 20-30 kilotonnes à peu près. Bombardement d'Hiroshima et Nagasaki, c'était la même chose. Donc c'est peut-être des armes atomiques de toute première génération, et de toute façon ça ne m'étonnerait pas. Alors ensuite, c'est bien beau d'avoir une bombe, mais il faut avoir quelque chose pour la lancer. Comme on a vu, l'aviation nord-coréenne, c'est vraiment pas ce qui correspond. Hein. Je veux dire, ils vont pas mettre leurs 2 seules bombes atomiques, parce que c'est à peu près à ça qu'on estime le stock, s'ils en avaient un. Ils vont pas mettre leurs 2 seules bombes atomiques dans des avions en espérant qu'ils se fassent pas descendre. Donc, ce qui arrivera forcément vu le matos que c'est. Donc, il faut du missile. Alors, justement, c'est pour ça que ils ont fait un programme spatial normalement civil et pacifique pour lancer des satellites. Sauf qu'on n'y croit tous pas une seule seconde. À chaque fois qu'il y a eu un essai de fusée qui a été testé, tout le monde a dit oui, c'est un missile balistique. Et je vais contredire personne là-dessus parce que honnêtement, la technologie n'a quasiment aucune différence. Et donc, avoir une arme atomique sans vecteur, ça ne sert à rien. Et il y a de fortes chances qu'il soit là-dedans. Alors, tous les essais de missiles étaient plantés jusqu'à présent, sauf le tout dernier. Alors, y a rien de très compliqué normalement dans un missile, surtout qu'ils en avaient même des courtes portées. Le problème, c'est qu'apparemment, ils essayaient de développer un missile relativement indétectable par la surveillance satellite, c'est-à-dire tout ce qu'on fait en missile balistique actuellement. Et ils ont enfin réussi à en lancer un. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est au point, ça veut dire qu'ils auraient non réussi un. Faut pas chercher midi à 14. Voilà. Et donc, maintenant on en arrive à la question, est-ce que c'est une vraie menace? Alors, comme j'ai dit, c'est des armements extrêmement rudimentaires, enfin des armes atomiques extrêmement rudimentaires, avec un vecteur tout neuf. La question, c'est est-ce que la bombe est en adéquation avec le vecteur qu'il possède actuellement? On sait qu'il y a des tractations avec l'Iran notamment, puisque c'est à peu près un des seuls États au monde qui parle à la Corée du Nord, finalement par obligation, ils ont vraiment pas trop le choix les deux, pour s'échanger quelques bons procédés. Les Coréens les Nord-Coréens savent faire des bombes atomiques. Et les Iraniens savent faire des missiles. Et donc, ils savent aussi miniaturiser les bombes atomiques. Et on se pose vraiment la question de est-ce que ça marcherait pas dans ce sens-là? Finalement, on fait un essai atomique, mais on n'a pas le moyen de le lancer, même si on a une fusée. C'est ça la question. La remise en marche de la centrale de Kongbyang. Voilà, c'était ça. Voilà. Après la menace d'atomisation des États-Unis, quand même, ça irait vraiment dans ce sens-là, en fait. Parce que, enfin voilà, une escalade, c'est comme une partie de poker. Si tu mises, en face, il faut miser en général, on met le double. Là, en l'occurrence, redémarrer une centrale atomique après avoir menacé de déclencher la Troisième Guerre mondiale, ça n'a absolument aucun sens. Donc, ça montrerait une des premières failles.
Ça fait parler les médias généralistes, mais honnêtement, tous ceux qui connaissent un petit peu les histoires disent pourquoi elle a fait ça, quoi. Il y a une caricature de la Corée du Nord faite dans le Corée international qui était parue. C'est quoi la menace après guerre nucléaire? Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'était vraiment ridicule de parler de cette ouverture de centrale atomique. Et quel est le rapport avec l'arme atomique? Bah justement, pour faire une arme atomique, faut soit de l'uranium 235, donc très enrichi, ce qui coûte énormément d'énergie, de temps et de moyens à faire, soit une arme au plutonium. Le plutonium n'existant pas à l'état naturel, il faut le fabriquer. Et le seul moyen pour en fabriquer de façon honorable, c'est d'avoir une centrale atomique. Donc voilà. Ça indiquerait justement qu'ils essaient de développer une nouvelle type de bombe. Peut-être plutonium, peut-être uranium, peut-être mixte, comme ce qu'on fait actuellement, notamment pour des futures armes tactiques. En tout cas, il n'y a pas de fumée sans feu. Pour moi, la bombe nord-coréenne, elle n'est pas prête. Justement, à cause de cette annonce qui était vraiment à côté de la plaque. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions Oui, moi j'ai un truc pour le premier essai, c'était pas en 2009, c'était le 9 octobre 2006 en fait. Oui, mais on a dit 2006. Merci. Non. Ah bah ça y est, c'était Max la dernière fois, maintenant c'est toi. Voilà. Et entre les gens on se trompe entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, là c'est parti. Hop. Donc, moi j'ai toujours des questions. Moi j'ai toujours des questions, alors je me pose la question de savoir où est-ce qu'ils trouvent leur uranium, plutonium. Est-ce que le sous-sol nord-coréen, est-ce qu'il est rempli de petits trucs comme ça, ou est-ce qu'il va le chercher ailleurs? Il me semble que justement il l'échange avec l'Iran. Après, son procédé. Hein. Voilà. C'est le seul pays qui accepte de leur parler. La Chine accepte de leur parler, mais pas comme ça. Donc, on reparlera peut-être des négociations à 3 têtes ou à 5 têtes dans le dossier dans la dossier de la péninsule coréenne. Mais la Chine, c'est pas du tout le bel allié qui dit oui à la Corée du Nord. D'ailleurs. Oui, d'ailleurs, chose très importante, la Chine a dénoncé le dernier essai nucléaire, ce qui est vraiment pas anodin. La fusée aussi. Ah, le lancement j'ai une autre question, moi, justement relatif aux échanges Iran-Corée du Nord. Je me demandais, ça passe par où? Parce que je sais pas, mais de l'uranium ou du plutonium qui transite de l'Iran à la Corée du Nord, ça doit pas passer inaperçu. Ils s'amusent pas à transférer de l'uranium enrichi, ils transfèrent du minerai. Je vais rappeler un peu tout. Même du minerai, je crois qu'il y a des sanctions envers la Corée du Nord. Le commerce est... Un embargo, ça se casse, ça se contourne. Ça se contourne, ça passe peut-être par la Chine, mais ça m'étonnerait. Mais on voit déjà qu'au niveau armement, ils en reçoivent pas, parce que sinon... Si, ils en reçoivent. La réglementation... Depuis la chute de l'URSS, la Corée du Nord ne reçoit plus d'armes. Sinon, ils arrivent à en vendre. Leur machin... Oui, mais elle arrive à en vendre. C'est-à-dire que la réglementation de la matière fissible, elle est extrêmement forte sur l'uranium de classe militaire, c'est-à-dire enrichi à plus de 80%. Mais après, ça décroît. De l'uranium enrichi à 3-4% pour le civil, va y avoir moins de réglementation. Et alors le minerai de base, la pierre blèche, je crois, c'est comme ça. La pierre blèche, c'est comme ça qu'on appelle. La réglementation, elle doit être aussi forte que pour les matières toxiques, voire moins peut-être. Je veux dire, c'est juste de l'uranium. Et puis de toute façon, même sans ça, chute le chat. Rien n'empêche la Corée du Nord d'extraire son uranium elle-même de son sol. Les gisements seront moins forts, mais de toute façon, il y a de l'uranium, c'est quelque chose d'extrêmement courant. C'est pas comme le pétrole, comme certains l'imaginent. Moi, j'aurais une petite question. Ouais. Est-ce que le démarrage de la centrale pourrait servir
de source d'énergie au final et pas d'armes nucléaires, notamment dans un contexte où la Chine commence un peu à... Ça peut servir des deux. En fait, le Généralement, plutonium. ça sert des deux. Voilà, Faire ça des déchets c'est. pour en faire des... Voilà, le plutonium. Le plutonium, c'est ça qui est magique, c'est que c'est un déchet nucléaire. C'est peut-être la seule utilisation qu'on arrive à faire d'un déchet nucléaire, c'est de faire des bombes. Donc, C'est pas mal, ça s'appelle le recyclage, hein. Oui, c'est bah du oui, recyclage. Ils vont c'est protéger la planète, mon pauvre monsieur. En plus, donc voilà, c'est la seule façon qu'on peut avoir de faire une arme atomique. Donc on fait tourner la centrale, donc on a de l'électricité, ça peut servir pour l'enrichissement ou pour chauffer ses citoyens. Mais bon. Et Les Nord-Coréens, ils sont déjà habitués. Entre Hein. les- Et ça peut servir, servir aussi à ce plutonium. Alors après, il faut savoir que une bombe au plutonium, c'est quand même vachement plus délicat à régler qu'une bombe à l'uranium. Une bombe à l'uranium 235, pour donner un exemple, les Américains, ils avaient même pas fait d'essai avant de la balancer sur Hiroshima. Ils savaient qu'elle marcherait. Le plutonium, par contre, ils avaient fait un essai. Hein? c'est pas plutôt l'uranium 238, parce que 225, ça m'étonnerait que ça fait beaucoup. Si, justement, l'uranium 238 ne fissionne Voilà, pas. c'est Ah, ça, merde, il est pas c'est l'inverse. radioactif. Il est pas C'est radioactif. l'inverse. Donc, Ouais, il a des neutrons en moins. Si, Ah, il est attends pas. Il est radioactif, mais il fissionne pas, ou très très peu comparé à l'uranium 235. Et il y a que le plutonium et l'uranium qui peuvent servir pour la fabrication de bombes. Ou il y a d'autres atomes extrêmement, C'est- enfin, je- de masse atomique extrêmement importante qui peuvent servir pour ce genre de Alors, choses. il me semble alors, qu'il y a l'uranium 239, l'uranium 233, et il doit y avoir un truc du genre le neptunium ou des trucs comme Ah ça. oui, mais à la ça, fin, c'est- les noms, c'est ils sont magnifiques. tellement rare que c'est même pas la peine d'essayer. Quoi. En fait, la Corée du Nord a le seul gisement de neptunium de la planète. Mais Qui sait, tout à l'heure, t'as dit que la Corée du Nord savait produire des bombes nucléaires. Qu'après t'as dit qu'ils avaient le matos nucléaire grâce aux Iraniens. Comment ça se fait qu'ils arrivent à produire des bombes qui foirent? Est-ce que les calculs sont pas bons? Bah, c'est-à-dire que peut-être- Forcément, si tu remplaces tous tes plus par des moins, il y a un problème. C'est-à-dire que quand on voit le super ordinateur de Kim Jong-un, pardon Maxime, et non mais plus généralement, je pense ils ont essayé de faire une bombe au plutonium dès le Ils ont voulu début. trop gros. Hein. Bah, c'est-à-dire que c'est tellement long d'enrichir de l'uranium à 80%. Et en plus, la bombe est plus grosse, hein, la masse critique pour de l'uranium 235. Ça doit être ça, et c'est 12 kilos pour 12 ou 10 kilos pour du plutonium. Donc, mine de rien, ça ne fait pas rien. Et de toute façon, si tu veux faire une bombe de base stratégique, tu prends la filière plutonium dès le début. C'est pour ça que je suis toujours assez étonné qu'on embête tout le temps l'Iran sur l'enrichissement de l'uranium. À mon avis, ils en ont pas besoin hein, s'ils veulent faire une bombe. Donc voilà. Peut-être sur les vecteurs, hein, quelques petites questions parce que là on parlait de missiles balistiques. Hein. Quand je disais on peut toucher les États-Unis. Ah oui, d'ailleurs j'ai une question, ça va sans doute paraître totalement débile, mais on sait que, par artillerie on peut envoyer des bombes chimiques. On peut envoyer des armes bactériologiques. Je me demandais si on pouvait pas envoyer des bombes sales, c'est-à-dire comme tu sais des matériaux radioactifs qui pollueraient finalement l'endroit où ça touche. Toi, tu devrais être engagé par les Nord-Coréens parce que c'est une excellente idée. Il existe même des obus nucléaires à part entière qui ont la puissance d'Hiroshima. Les cuirassés de glaciers au bois des Américains avaient une dotation de 50 obus nucléaires pendant un temps. Alors déjà on va faire la pardon, je vais revenir Non, là-dessus. On va faire la distinction entre ce qu'est une bombe atomique et une bombe sale.
Alors une bombe atomique, c'est quelque chose qui fait une vraie explosion due à la force nucléaire. Une bombe sale, c'est simplement une bombe conventionnelle auquel on va l'entourer de déchets radioactifs ou de trucs qui sont radioactifs. Et donc, voilà, on appelle pas ça une bombe sale ou bombe radiologique pour rien. Et en fait, c'est une arme de terreur, tout simplement. Leur impact est vraiment à relativiser. Impact réel sur la santé, etc. Après, c'est une excellente arme terroriste. Si demain on disait, oui, une bombe radiologique a explosé au plein centre de Paris, tout de suite les médias parleraient de bombe atomique. Faut pas se leurrer pour ça. Et ce serait une catastrophe. Et c'est extrêmement facile à produire. Là, pour le coup, des déchets nucléaires, tout le monde peut en trouver quasiment. Alors, il y a plusieurs types de déchets nucléaires. Par exemple, l'uranium appauvri qui pourrit littéralement dans les plaines de Sibérie, il va pas faire un grand danger. Par contre, psychologiquement, ça peut avoir un impact, même si ça servira à rien. Alors après, il va y avoir plus des choses genre des déchets de fission, des produits de fission comme le strontium ou le césium, qui sont donc produits dans les réacteurs atomiques. Là, ouais, ça va avoir un impact plus important. Mais c'est vrai que c'est une excellente idée. Parce que je me disais, on sait que les missiles ça leur pose des problèmes, mais étant donné le nombre d'artilleries qu'ils ont sur la frontière démilitarisée, s'ils équipaient de quelques bombes sales et les envoyaient de l'autre côté, ça pourrait être plus dangereux finalement au niveau du moral. Un missile que finalement leurs missiles qui sont en train de positionner à faire on des sait que de toute façon ça ne marchera pas. S'ils ont envie de s'amuser à faire du terrorisme, ouais, c'est exactement ce qu'il faut faire, honnêtement. Ouais, j'y pense plus. Alors maintenant, pour en venir aux armes tactiques dont tu parlais, Zéré, le truc des armes tactiques, on pourrait citer aussi le Davy Crockett. Le Davy Crockett, donc, était une arme tactique nucléaire qui était lancée par un gros bazooka, en fait, une arme américaine qui avait une portée de 2 km et ça rasait tout aux alentours de 400 mètres autour du point d'impact. Donc ça, c'est typiquement une arme tactique. Ça sert à avancer à stopper net une colonne de blindés. Donc ça peut être sur des armes à très courte portée ou des armes à moyenne portée. C'était finalement, si tu veux, c'était quelque chose qui était très apprécié des soviétiques, les armes tactiques nucléaires, dans leur doctrine d'offensive en profondeur. Tu faisais un petit tapis de bombes tactiques pour préparer ton avancée, en fait. C'est très envisagé. Le problème de ces armes-là, c'est que c'est souvent des armes mixtes, fusion, fission, uranium, plutonium, justement pour qu'elles soient pas trop dégueulasses et mais qu'elles aient une petite puissance quand même, parce qu'il faut pas que ça fasse des énormes trucs du genre Tsar Bomba de 67 mégatonnes. C'est vraiment pas l'objectif, quoi. Et donc c'est des bombes qui sont extrêmement difficiles à mettre au point. Il faut des années et des années d'expertise pour mettre ce genre d'équipement en place. Donc, à mon avis, s'ils ont une bombe, c'est une bombe de base type Hiroshima ou Nagasaki. S'ils ont un vecteur, si à peine ils rentrent dans le missile, mais à mon avis ça. Et après, ils ont vraiment pas ce genre d'engin. Donc, c'est vraiment s'ils ont une force nucléaire, c'est vraiment pour du stratégique. D'accord. On va passer à la section suivante. Ouais. Parce que Donc moi tout à l'heure tu parlais de la possibilité de pouvoir mettre la bombe dans un missile. Ouais. Et donc de ce fait, en ce moment, il y a il y a deux affaires en ce moment. Je parle de la Corée du Nord aux États-Unis. C'est un rapport de la DIA. En fait, c'est l'équivalent de la CIA. Donc ça s'appelle la Defense Intelligence Agency. C'est s'occupe du renseignement militaire aux États-Unis. C'est basé au Pentagone. Et donc en ce moment, en fait, il y a un rapport qui est sorti d'affaires, un rapport déclassifié. Ça a été déclassé, il me semble que c'est aujourd'hui. Ouais, il a été déclassifié aujourd'hui. Et donc en fait, il parlerait de la possibilité, ce serait des preuves, comme quoi les Nord-Coréens sont capables de mettre
leurs bombes dans leurs missiles et donc de pouvoir potentiellement raser leurs petits voisins. Donc à ça en fait il y a plein de petits détails. En fait, on se pose il y a plein de les congressmen, les membres du Congrès. Il y a un grand débat. C'est pour savoir si ces données sont vraies, fausses, datées, obsolètes ou totalement rêvées. Enfin, ça serait comme des conneries. Donc, en fait, la DIA, elle parle elle dit que la possibilité que ces missiles soient créés, parce que c'est assez prématuré en fait, c'est assez faux en fait. On se pose la question en fait, la Corée du Nord n'a pas la capacité selon le Sénat, selon certains officiels aux États-Unis, ils disent que la Corée du Nord ne peut pas produire ça, tandis que les généraux ou d'autres produisent ça. Donc en fait, on sait pas trop si c'est vrai. C'est un gros bordel en fait, on va dire, voilà. C'est comme tout ce qui traite à la Corée du Nord. Ils font plein de bluffs et après il y aura que quand la guerre explosera qu'on saura quoi. Comme d'hab. Ils disent qu'en ce moment si monsieur Kim Jong-il il a beau dire qu'il va attaquer les États-Unis, qu'il va les mettre en cendres, il y a la probabilité qu'une attaque de ce type c'est très faible. Pourquoi ? Parce que il y a aucune indication qu'un lancer de missile soit imminent. Déjà, il n'y a pas d'activité militaire, comme tu parlais tout à l'heure. Il n'y a pas, comme Vauban en parlait, il n'y a pas de mobilisation. Il n'y a aucun mouvement. Il y a rien qui se prépare à il y a rien qui peut se montrer à une attaque à une attaque massive venant de la Corée du Nord. En ce moment, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas un affrontement interarmée, c'est un affrontement rhétorique. C'est la Corée du Nord qui se met à menacer et tout. Alors, aux États-Unis, c'est toujours cette histoire. Donc, de ce fait, comme Vauban comme Zeraï en a parlé tout à l'heure, quand il a fait son petit récapitulatif, les États-Unis, ils ont installé ils ont disposé de plusieurs de leur armée, de leur bateaux dans la région. Donc, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait 2 navires qui se sont postés en mer de Corée, dans la péninsule de Corée. Donc, c'est l'USS John McCain, je pense très très bien son nom, et l'USS Decatur. Ouais, c'est ça. Et l'USS Decatur qui vont s'installer. Alors à cela, le Pentagone, il annonce ils ont annoncé il y a pas longtemps qu'ils allaient mettre des systèmes de défense terrestre à Guam, donc une île américaine qui se situe dans le Pacifique, voilà. Alors que le secrétaire de la défense Chuck Hagel, il a dit qu'il allait mettre en début mars, il a dit qu'il allait ajouter 14 intercepteurs de missiles en Alaska. Donc en fait, les États-Unis ont assez peur en fait. Ils se protègent, même si la probabilité qu'il y ait une attaque massive, une attaque nucléaire des États-Unis, elle est de la Corée du Nord, c'est assez faible. Donc à cela, ils ont ajouté des Sea-based X-band radar. Donc en fait, ça permet de pouvoir traquer des missiles, des warheads, des missiles nucléaires dans le Pacifique. Alors, à cela, il y a une autre question qui se pose encore, c'est est-ce que le rayon d'action des missiles, quel est le rayon d'action des missiles nord-coréens? Alors, moi je te pose la question, Saganami, est-ce qu'on a des informations sur ça? Sur le rayon d'action des missiles? Alors, théoriquement, je dis bien théoriquement, étant donné qu'ils ont satellisé un satellite, ils peuvent normalement frapper toute la planète. C'est ça la force d'un missile balistique de longue portée, c'est que voilà, l'orbite n'a pas de limite, si tu veux. Alors après c'est la grande question. Il y a quand même une sacrée différence entre une bombe atomique de première génération et un satellite qui peut peser à peine 50 kilos. Est-ce que c'est efficace cette portée-là? Est-ce que c'est vraiment précis? Franchement, c'est difficile sans regarder les capacités du lanceur en question. On peut avoir tout type de précision. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas accès à un réseau GPS pour pouvoir calibrer en temps réel leurs données inertielles.
D'accord. Donc, moi, plus ça va loin, moins c'est précis. Donc je vais reprendre tout à l'heure, je parlais du secrétaire Chuck Hagel qui disait qu'il avait mis des missiles des intercepteurs du missile en Alaska. On lui a posé la question, enfin Fox News, la célèbre chaîne américaine, lui a posé la question si à propos de ce rayon d'action, et donc il a dit qu'on n'en savait rien de ce rayon d'action, enfin qu'on n'était pas forcément sûr. Et justement de ce fait, on sait pas à quelle situation s'attendre. C'est une situation assez dangereuse en fait. Parce que comme ils ont réussi à faire tout à l'heure tout à l'heure on disait qu'ils ont réussi à faire 2 tests nucléaires, qui ont fonctionné. D'autres missiles balistiques, comme tu le disais, des missiles, ils ont envoyé des trucs dans l'espace. Un missile. Un missile. Moi j'ai des S, c'est pour ça. Donc tous les autres sont des échecs. Donc à cela. Alors, qu'est-ce que fait les États-Unis au niveau politique pour pouvoir un petit peu décompresser, enfin pouvoir calmer la situation, faire baisser la température, arrêter cette Corée du Nord belliqueuse. Ouais, c'est vrai. C'est Kim Jong-un qui a fait son capricieux. Une menace d'apocalypse nucléaire, c'est pas n'importe quoi non plus. C'est normal que les Américains s'inquiètent. Donc en fait, il y a pas longtemps, enfin aujourd'hui même encore. En fait, c'est pour ça. Voilà, la deuxième affaire, c'est John Kerry, donc l'ancien opposant à George Bush en 2004, donc il s'était fait battre. Maintenant, il est secrétaire d'État. Donc en fait, c'est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères. Donc en ce moment, il est en voyage dans les pays d'Asie. Donc il fait 3 pays d'Asie. Il fait Corée du Sud. Demain, il fait Chine et après-demain, il fait Japon. Donc en ce moment, il est allé voir son homologue sud-coréen qui se nomme, je cherche ça dans le texte. C'est pas Madame Park, c'est Monsieur Yoon. Donc il cherche Monsieur Yoon et en fait voilà. Donc il a annoncé que tout le comportement de la Corée du Nord c'était inacceptable, c'était qu'il faisait de grosses erreurs. Et en fait de ça rappelle autre chose en fait, ça rappelle une histoire ancienne que les démocrates avaient fait pendant les années Clinton. En fait, il y a un changement radical de la politique démocrate. Maintenant, ils sont beaucoup plus agressifs, sur le modèle républicain. Et là, en fait, c'est une affaire assez marrante. C'est qu'en fait, pendant les années 80, la CIA, elle avait peur de la Corée du Nord, cette armée moderne. Enfin, à l'époque, elle était moderne. Vauban l'a si bien dit, elle a une armée des années 80, donc dans les années 80, elle peut faire mal. Et donc, elle a déjà la Corée du Nord, elle faisait déjà chier à vouloir produire une bombe atomique. Donc, Monsieur Clinton, président des États-Unis, il avait tenté de faire une corruption massive de la Corée du Nord. Enfin, c'est pas de l'argent, mais on va dire que c'était des ressources assez importantes pour calmer le jeu. Sauf qu'en fait, voilà, les États-Unis ont envoyé leur fric. Ils ont envoyé 500 000 tonnes de pétrole gratuit. C'est fou, je trouve. Ouais. Ils ont envoyé ils ont envoyé 500 000 tonnes de fuel gratuit à chaque année. Une aide massive de bouffe, ainsi que 2 millions, ainsi qu'une aide de 2 millions de dollars pour pouvoir produire leurs installations nucléaires. Donc en fait, les installations nucléaires qui sont parties maintenant, enfin qui sont créées maintenant, elles ont été fournies avec l'argent de Clinton. Donc c'est un deal que les démocrates veulent oublier. Et c'est pour ça en fait maintenant il y a un changement de politique assez majeur. Donc voilà. Donc petite histoire on la met entre parenthèses. Donc on revient à Kerry. Donc Kerry en ce moment, et donc il est allé voir son homologue sud-coréen. Ils ont parlé de potentiel accord, et comme je disais tout à l'heure, avec une possible indépendance de la Corée du Sud vis-à-vis de son ami américain. En fait, il y a la Corée du Sud
veut pouvoir pouvoir recevoir du matériel nucléaire, donc pour pouvoir faire du nucléaire civil. Sauf que donc ce matériel venant des États-Unis, on se pose une autre question, c'est est-ce que avec ce matériel on peut pas produire des bombes? Donc en fait on se retrouvait avec deux pays qui s'aiment pas des masses, qui auraient tous les deux des bombes nucléaires. Et donc là, c'est une petite tension. Donc Monsieur Kerry n'était pas content, Monsieur Obama n'était pas content. Et donc voilà. Donc classique. Voilà. Donc moi je me pose la question, est-ce que les États-Unis ont toujours leur place, enfin vont rester toujours là dans la péninsule coréenne, vont avoir une aide présente, ou est-ce que vont rester ici, ou vont plutôt s'en aller progressivement, ou vont au contraire durcir leur influence dans la région? Disons que tout ce qu'on commence à voir depuis le début du débat, c'est que c'est pas l'entente fixe entre la Corée du Sud et les États-Unis. On parlait de retrait au niveau de défense déjà, non? Oui. Ouais. Et en fait, voilà. Donc, je voulais revenir. En fait, c'est des moyens pour pouvoir enrichir de l'uranium et pour pouvoir rétro-processing du réacteur fuel. Donc, c'est pouvoir produire à nouveau du matériel, du MOX, quoi. Voilà. Du MOX, oui. Alors, le MOX, c'est un mélange plutonium-uranium. Ça, c'est une autre façon de recycler le plutonium qui est assez honorable, mais bon. C'est surtout, je crois que c'est plus dangereux que les mélanges traditionnels. Il y en avait à Fukushima Daiichi. Oui, si ça pète, c'est mauvais. Le plutonium est extrêmement toxique. Extrêmement toxique. De toute façon, c'est un autre débat, on en faire, quel que soit le combustible, quand ça pète, c'est forcément mauvais. Hein. Ouais, mais il y en a où ça peut partir. C'est plus le MOX, c'est plus incontrôlable. Enfin, c'est compliqué. Mais on va pas rentrer dans ce débat-là. Mais disons que pour faire du MOX, il faut déjà avoir un traitement des déchets, parce qu'il faut savoir que c'est une soupe qui sort du réacteur atomique. Il faut trier l'uranium qui n'a pas fissionné, le plutonium et les déchets les produits de fission, les alcalémies mineurs, et il faut donc ça demande déjà un process. Vouloir faire du MOX, ça veut dire qu'on doit pouvoir extraire ce plutonium et donc fabriquer du plutonium. Donc ça peut en effet camoufler un programme de nucléaire militaire. Moi j'aurais une question, enfin qui n'est pas vraiment une question, mais c'est pour revenir, pourquoi ne pas donner au final la bombe ou le matériel nécessaire à la Corée du Sud, puisque est-ce que ils vont vraiment s'en servir l'un contre l'autre, notamment dû à la proximité géographique, et le but c'est quand même de réunir la Corée pour l'un comme pour l'autre. Donc est-ce que ce serait utile au final de bousiller les terres qu'on a envie de récupérer? Je suis pas d'accord par rapport à l'objectif de réunir les deux Corées. Alors la Corée du Nord, son objectif c'est de survivre. Déjà de réussir à établir une paix. Oui, ça semble paradoxal, mais ils cherchent à établir en premier lieu une paix et être reconnu comme un pays indépendant. Et la Corée du Sud n'a vraiment pas intérêt à avoir une réunification avec le Nord, parce qu'ils savent que toute la population de Corée du Nord va migrer vers le Sud. Et ça, ou en Chine. Ils ont peur faire comme l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, c'est-à-dire c'est l'Ouest qui paye pour l'Est. Voilà, c'est... Sauf que dans ce cas-là, ça sera pire, parce que l'Allemagne de l'Est étant tombée dans les années fin... c'est à partir de la chute du mur en 89, et puis après il y a eu la réunification. Faut pas oublier que l'Allemagne de l'Est c'était la vitrine du monde soviétique. C'était le pays qui avait le plus réussi. Voilà, c'était du moins le moins raté en tout cas dans les... Voilà. Mais au final, on aurait quand même des retombées dans l'océan, ça polluerait, et on a un risque aussi de nuages qui pourraient arriver. Ouais, attends, il a pas terminé. Et les États-Unis, ils ont pas tellement intérêt non plus à ce que ça se réunifie. Ouais, puis même au-delà de ça, donner la bombe à la Corée du Sud, du coup, on serait dans un pur système bipolaire entre guillemets,
Et dans ce cas-là, ça, en fait, voilà. c'est gelé jusqu'à l'effondrement. Ils ont jusqu'à l'effondrement d'un des deux partis, qui sera sûrement la Corée du Nord dans ce cas-là. C'est pas du tout dans tout à fait vrai ce que tu dis. Regarde, il y a des systèmes bipartis où il n'y a pas d'effondrement. Pakistan, Inde. Et au final, ouais, si ça gèlerait la situation, pas ça bougerait pas de chaque côté. Voilà, ça bougerait pas jusqu'à ce qu'il y ait un effondrement. C'est ça que et c'est pas plus mal au final, puisque le machin il s'effondrerait tout seul, un des deux parties, donc personne n'y serait pour quelque chose. Les deux parties ne veulent pas que ça s'effondre. Voilà, c'est ça. Ouais, mais l'effondrement permettrait la fin. Pas les deux parties. Les États-Unis ne veulent pas que la Corée du Nord s'effondre. Les États-Unis ne veulent pas que la Corée du Nord s'effondre. La Corée du Sud ne veut pas que la Corée du Nord s'effondre. La Chine ne veut pas que la Corée du Nord s'effondre. Je viens de le dire. Je crois que pas tous, parce que non, mais personne ne veut. Franchement, la Corée du Nord s'effondre, c'est la merde pour tout le monde de la région. Personne ne souhaite ça. Sans compter que les dirigeants nord-coréens pourraient péter les plombs. si jamais ça s'effondre. Prendre un régiment et aller massacrer toute une population. Non, on veut balancer le monde. D'ailleurs, là le débat commence à s'éterniser. Ce serait peut-être bien de passer au dernier point qu'on devait aborder, non? Moi, je veux bien. Oui, tout à fait. Je veux bien aborder rapidement l'opinion américaine sur le sujet, comme ils sont sacrément concernés. Ils ont été menacés par la Corée du Sud, par la Corée du Nord. Attention, la Corée du Nord a annoncé qu'elle rendrait Washington et Séoul dans une mer de feu. Alors ça, c'est très intéressant, voilà. Donc bon, il y a la Corée du Sud, il y a la Corée du Sud qui a déployé 3 petits destroyers dans la région avec des radars et tout, et les Japonais aussi, parce que les Japonais on n'a pas trop parlé non plus. Ils ont mis quelques missiles quelques intercepteurs de missiles. Donc en fait les États-Unis, c'est un petit peu comme je disais, c'est un petit peu le bordel là-dedans en fait. Donc en fait l'administration Obama elle veut pas faire comme ce qu'avait fait Clinton avant. Elle en a marre. Elle se pose la question, est-ce qu'elle doit continuer les sanctions économiques ou est-ce qu'elle doit continuer aussi à la fois les exercices militaires avec la Corée du Sud, parce que ça s'entend pas forcément bien. Donc en fait, on va prendre l'opinion de mes camarades adorés, les républicains. Donc vous alors déjà le 8 mars 2013, alors les membres du parti les quelques membres du Congrès américain, les Congrès américains, c'était des républicains, ils ont demandé au président Obama de prendre des sanctions plus dures avec du Nord, prendre sanctions plus dures avec les Corées du Nord, de pouvoir arrêter ce mouvement hostile envers les États-Unis. Donc, comme on en parlait avant débat, même le Tea Party s'y met, décidément. C'est ça à faire. Donc, à ça, en fait, il y a un professeur du MIT, monsieur Jim Walsh, qui est membre du Parti républicain, à mon avis. Donc, il disait que, en prenant trop on peut passer 100 sanctions. Enfin, un nombre de 100 sanctions contre les Corées du Nord, ça fera rien. On en passe 101. Ça changera jamais la dynamique. C'est la Corée du Nord, elle menace, elle obtient ce qu'elle veut. Donc, il se dit qu'on a beau faire des critiques du système de la Corée du Nord, leur dynamique, leur structure d'État ne changera jamais parce que ça restera dans les antiquités, Corée du Nord, ce mouvement communiste à la con. Et donc il termine en disant que la Corée du Nord c'est qu'on ne les envahira jamais, donc ils peuvent menacer autant qu'ils veulent, et puisque nous Américains, je parle au nom de Jim Walsh, et c'est que nous Américains nous n'enverrons nous Américains nous savons qu'ils n'enverront jamais dans les roquettes sur Séoul, et au pire même s'ils le font nous intervenons, ce qui entraîne leur mort. Et vu que théoriquement, entre guillemets théoriquement, un Nord-Coréen n'est ni stupide ni suicidaire, quoique c'est un cycle de provocation qui n'entraîne en final rien, aucun changement. Donc je vais finir sur les mots de John McCain qui critiquait si bien Monsieur Kim Jong-un, et après je vais introduire la partie suivante. Donc Monsieur John McCain
disait que cette situation est dangereuse, que Monsieur Kim Jong-un est un clown, est un lâche, comme son père, comme son grand-père. Mais l'inconvénient, c'est qu'ils ont des nuclear weapons, ils ont des armes de destruction massive, ils ont des missiles, et à 20 km, 20 à 30 km, il y a Séoul. Et que même avec de l'artillerie, tu peux toucher Séoul, faire des milliers de morts, vu que c'est l'un des endroits où il y a la plus grande concentration humaine. Tu fais un tir, tu tues des centaines de personnes. Donc c'est un très dangereux, c'est une façon très très dangereuse de jouer. Donc voilà. Donc selon John McCain, c'est assez clair que Monsieur Kim Jong-un, son père, son grand-père, il aime pas les Américains, et que c'est un cycle continuel de confrontation, de négociation, d'aide, d'assistance, comme avait fait Clinton précédemment dans les années 80. Donc il dit que les États-Unis doivent arrêter de mettre des sanctions, d'arrêter de donner de la bouffe, et qu'en arrêtant ça, ce goulag le plus grand goulag au monde, qui est de 200 000 habitants, qui s'appelle la Corée du Nord, se rebellera du fait de la faim et de la mort contre la Corée du Nord. La clé dans cette situation, c'est la Chine, car la Chine contrôle ce que les Nord-Coréens font. À toi, Impala. Donc, j'ai travaillé sur un article de l'Express du 8 avril 2013 que j'ai un peu dépouillé pour rendre un peu digeste. Donc la Chine, c'est le grand allié de la Corée du Nord, mais aussi son plus grand partenaire. Il est pourvoyeur d'aide humanitaire, d'armes et d'hydrocarbures. Pékin aussi le plus grand soutien, et s'est souvent opposé aux sanctions internationales imposées contre Pyongyang. Donc un soutien qui est historique, car durant la guerre de Corée en 1950, 700 000 soldats chinois volontaires ou soldats de l'armée populaire se sont battus et 100 000 sont morts, dont le fils aîné de Mao Zedong. Donc depuis, Pékin fournit un appui politique et économique aux leaders de Pyongyang, donc Kim Il-sung, Kim Jong-il et maintenant Kim Jong-un. Donc la Corée du Nord est d'une importance stratégique pour la Chine, car c'est un État tampon, donc entre la Chine et la Corée du Sud, qui est démocratique et en plus un allié de Washington. Donc la Chine ne souhaite pas avoir à sa frontière un État où en plus sont stationnées des troupes américaines. Donc c'est un raisonnement qui est plus ou moins valable. Donc les milieux militaires et intellectuels chinois s'agitent, exaspérés par les provocations à répétition de Pyongyang. Une partie du leadership chinois souhaite la réunification de la péninsule sous le contrôle de Séoul. Plusieurs officiels ont d'ailleurs précisé leurs conditions à des diplomates étrangers. Donc notamment comme exigence le fait que les troupes américaines se cantonnent et restent dans le sud de la péninsule. Donc une demande qui est jugée acceptable pour Washington, bien entendu. Donc c'est une prise de distance pour la Chine vis-à-vis de son allié qui répond à une réalité. Car Pékin, en échange de toute son aide, n'est pas payé en retour de son soutien économique et diplomatique. Donc à elle seule, quelques chiffres, la Chine fournit 90% de l'approvisionnement énergétique de la Corée du Nord, 80% de ses produits manufacturés et 45% de ses besoins alimentaires. Et malgré tous ces efforts, elle n'arrive pas finalement à la contrôler comme elle veut. Donc la Corée du Nord utilise la stratégie, là ça va faire rire certains, la stratégie du sale gosse. Donc ça correspond à une ligne de conduite qui est mise en place depuis 1990 et qui fait qu'elle multiplie les provocations, hein, donc on en a suffisamment parlé, donc une technique qui est assimilée à du chantage et qui reste impunie tant qu'elle reste sous la protection de la Chine. Mais depuis quelque temps, et ça encore on l'a dit et je le répète, l'impatience de Pékin se fait sentir. Donc en février dernier, le ministre chinois des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur coréen pour protester contre le 3e essai nucléaire. De plus, donc le 7 mars, la Chine a approuvé l'adoption de nouvelles sanctions des Nations Unies contre Pyongyang. Donc le dimanche 7 avril, alors que la Corée continue de multiplier les menaces d'attaque nucléaire contre les États-Unis, le président chinois a estimé, sans nommer personne, qu'aucun pays, et là je le cite, n'a le droit de précipiter dans le chaos une région
et à plus fort le monde entier par égoïsme. En plus, 2 jours plus tôt, le ministre chinois des Affaires étrangères avait été plus précis, et je le cite, « Nous sommes opposés aux discours et aux actes provocateurs de la part de n'importe quel acteur de la région, et nous n'autoriserons pas les fauteurs de troubles aux portes de la Chine. » Donc c'est un véritable changement de tonalité qui ne traduit pas à lui seul cependant un total virage politique de la part de la Chine. Ainsi, le régime chinois prend ses précautions prend ses précautions vis-à-vis de la Corée du Nord tout en se sauvegardant sur la scène internationale et sans retirer son soutien à la Corée du Nord. Donc peut-être avant que je passe à une interview, si certains veulent commenter, nous poser des questions. Oui, je veux bien commenter. En fait, je pense que c'est bien en effet de rappeler les liens historiques entre la Chine et la Corée, qui remontent d'ailleurs plus loin que la guerre de Corée, puisque, comme certains le savent, la Corée a longtemps été un État vassal de l'Empire chinois. Donc par rapport à ça, il y a une longue histoire commune de la Chine et de la Corée qui se traduisent aujourd'hui surtout par les relations entre la Corée du Nord et la République populaire de Chine. D'après ce que j'avais lu, j'avais l'impression que le vœu pieux des dirigeants chinois serait que la Corée du Nord se tourne vers une économie comparable à la leur, avec une refonte du parti communiste nord-coréen, mais que dans les conditions actuelles, toutes les réformes qu'ils avaient poussées n'avaient pas abouti. Bah, c'est sûr qu'ils cherchent forcément à avoir un allié économique un peu plus fort qu'il est maintenant. Parce que vu tout ce qu'il donne et le retour au final qui est faible. C'était surtout qu'il y a une problématique par rapport à la Chine, c'est que ils ont cet allié qui est embêtant, à la fois qui est une faiblesse, mais sa disparition serait pire que la faiblesse actuelle de qu'ils donnent. Voilà, parce que ça voudrait dire la Corée du Sud frontalière avec leur territoire. Oui, il y a des Américains à côté. Ouais, la meilleure équation pour eux, ce serait vraiment d'arriver à avoir une Corée du Nord réformatrice qui suivrait les pas du grand frère chinois et se permettrait notamment à l'économie chinoise qui, je rappelle, a connu un bond phénoménal au cours des années récentes, où la consommation des ménages augmentait et où les salaires augmentaient. Ça permettrait à certaines entreprises chinoises de délocaliser à un pays frontalier où la main-d'œuvre ne coûterait quasiment rien. D'ailleurs, il y a déjà des entreprises chinoises qui travaillent en Corée du Nord. Mais pourquoi est-ce qu'ils tentent pas un putsch ou une révolution de palais ou un truc comme ça? Il doit bien y avoir des gens qui veulent prendre le pouvoir en Corée du Nord. Ils ont peur que la moindre révolution ou acte violent créerait une réaction en chaîne qui détruirait finalement la Corée du Nord. Mais la Chine, elle peut pas tenter de mettre un espèce de vassal, mais communiste toujours. Mais c'est ce qu'on vient de dire, que c'est bien. Ils essayent. Communiste chinois et communiste nord-coréen, en fait, c'est pas si loin. Il y a une action chinoise qui essayait de tenter de vassaliser le plus possible la Corée du Nord, et il y a une réaction nord-coréenne qui est justement la politique du sale gosse. Ouais. Oui, c'est vrai, la Chine n'arrive vraiment pas à mettre totalement la main dessus, quoi. Pour faire chier les Chinois. Et notamment aussi la Chine, elle a peur d'une chute de la Corée du Nord, car ça entraînerait une exode massive et surtout à 1300 km de Pékin. Surtout que les populations des deux côtés de la frontière sont quand même très proches au niveau culturel. Ouais, il y a beaucoup de familles nord-coréennes qui sont à la frontière chinoise, qui ont le temps de partir. Ouais. Bah, heureusement que c'est une passoire aujourd'hui, entre guillemets. Non, c'est bien hermétique. C'est barbelé quand même. Hein. Ouais. Enfin, c'est pas le mur de Berlin non plus quand même. Il y a un pont qui permet de passer entre les deux passer la frontière et voilà. Bah bizarrement,
les capitaux, l'argent et les entreprises passent mieux que les familles. Je parle surtout pour ceux qui veulent justement passer au sud entre guillemets. Là, ça doit être bien hermétique. Comme... Non, le parcours, c'est d'abord franchir le fleuve du Nord, puis la Chine, puis passer par le Vietnam, puis la Thaïlande, et enfin tu peux aller en Corée du Sud. C'est une horreur, quoi. Bon, au final, c'est moins risqué que de passer directement. Non, tu passes pas par la zone des militaires. Rappelez-vous, durant la guerre froide, les personnes qui vivaient dans l'Allemagne de l'Est, qui passaient par la Yougoslavie pour venir en Italie et retourner en Allemagne de l'Ouest, ou alors ils prenaient vers la Finlande et puis ils passaient dans les pays scandinaves avant de repartir en Allemagne de l'Ouest. Voilà. On va même calvaire. Oui, mais au final, qu'est-ce qui se passerait finalement si la guerre éclatait? Atomique ou pas? Déjà, première question. Atomique, à mon avis, ils se font déjà, ils en ont pas. Déjà, ils en ont pas. Ils peuvent pas les lancer. De toute façon, il me semble qu'on est dans la doctrine de la riposte graduée en termes atomiques. Ouais, et puis même de toute façon, il y a les missiles intercepteurs, le bouclier antimissile, il est prêt. Même les Nord-Coréens, ils en ont peut-être pas ça. Et ben mettons que les Nord-Coréens tentent de tirer un missile, par la magie du Saint-Esprit, il se fait intercepter. Déjà, je pense que les États-Unis, ils auront aucun risque, ils ont aucune conséquence sur leur territoire. Du fait, comme j'ai dit avant, ils ont mis des intercepteurs de missiles. Ils sont même vraiment paranoïaques les États-Unis. S'ils doivent tirer un missile, si la Corée du Nord doit réussir un tir de missile, s'il y a une cible qu'il faut qu'il touche, je suis désolé, c'est complètement cynique, mais c'est Séoul. C'est Séoul. La moitié de la population sud-coréenne vit là-bas. Avec une densité de population extrêmement importante. Si tu détruis les infrastructures, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'artillerie, tu fais très mal. Hein. De toute façon, c'est à ça que sert une arme stratégique. Donc, il tire, il bute Séoul. Là, on peut imaginer que c'en est fini de Pyongyang, que c'en est fini de tout ça. Après, une invasion armée avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de soldats nord-coréens. Après, peut-être qu'ils sont mal équipés, mais ça fait dire comme non, mais s'il y a une attaque des forces terrestres, comme je l'ai dit, la doctrine ce sera un bombardement massif de la frontière par toutes les batteries d'artillerie nord-coréennes, avec je sais pas ce qu'ils ont comme armes, mais ils ont probablement des munitions, des armes chimiques et bactériologiques. Ils vont pas lancer. Et ensuite, une attaque massive de la part des blindés, suivie par la masse d'infanterie en plusieurs vagues. Si c'est une attaque, c'est une attaque totale. Il faut qu'ils mettent tout, il faut qu'ils misent tout. Quitte à subir être rapide. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut que ça aille vite. Mais après, enfin voilà, les défenses miser sur les blindés alors qu'on n'a pas d'aviation. Ça va être un peu du tir au pigeon pour les F-16 quoi, même pour les F-18. Non, mais de toute façon, ça sera pas des F-16, ça sera des F-22, donc des avions de 5e génération. Et je te parle pas des B-2 qui vont passer au-dessus de la Corée du Nord. Avec leur 18 de bombes conventionnelles, c'est très mal. Les F-22, il y en a combien actuellement aujourd'hui? Il paraîtrait qu'il y a des probabilités que avec leur artillerie type mitrailleuse lourde, ils puissent si Tomahawk en Rasmot en tir. Quoi? C'est C3PO. Il est en train de dire que les chances de toucher un missile Tomahawk sont de 1 sur 1 million. Le truc il va à Mach 3, laisse tomber, ça ne fait pas la peine. Ah, c'est large, il y a une marge. Le mec c'est un Jedi. Ils ont des missiles sol-air qui sont capables de faire des gros dégâts sur les avions pas américains mais sud-coréens.
qui sont capables Ouais. tout de Ouais, parce que ça a beaucoup évolué, tout ce qui est aviation. Si tu prends par exemple à l'époque de la guerre du Kippour, ah ouais, les armes air, sol-air, elles marchaient du tonnerre de Dieu. Hein. Mais aujourd'hui, les avions arrivent assez bien à passer outre. Ouais, mais au niveau face à l'aviation sud-coréenne, je pense qu'ils peuvent faire des dégâts par rapport aux avions de Ouais, je pense qu'il y a il y aura du dégât, mais je crois absolument pas à une guerre de Corée bis où ils arrivent. Où ils auraient foutu la poche de Pusan, ça m'étonne. Et imaginons, ils prennent Séoul, et puis quoi? Disons que leur doctrine Seul Air, ça a été pendant longtemps de bunkériser, de faire des bunkers entrepôts où ils rangeaient leur artillerie Seul Air mécanisée, qui pouvait retirer du hangar si jamais il y avait une menace rapidement, et ensuite les remettre à l'intérieur du bunker pour être protégés. Ça c'est bien, ça. Mais c'est pas comme ça qu'on attaque. Oui. Ça marchait très bien jusque dans les années 2000. Le seul problème, c'est qu'apparemment, selon les experts, par rapport à la puissance des missiles américains, les bunkers se feraient démolir. Ah oui, bah aujourd'hui ça vaut plus rien, mais ça vaut plus rien. Après, le truc c'est que, comme tu dis, ils sont bien dissimulés. Après, c'est sûr, s'il se fait capter, il est pulvérisé. Bah, exactement comme pendant la guerre du Kosovo. Une fois qu'ils avaient détecté la batterie antimissile, elle était foutue. Voilà. Bon. Ouais. Eh bien, oui. Donc là, on commence à avoir fait le tour du sujet. Hein. Oui, sauf que Hip, pas là, mais t'avais pas si, c'est pour passer une pause entre deux trucs, t'avais pas une suite après que tu... Oh, c'est... Quoi, oui, non, c'est comme en annexe. Là, on arrive à la fin du temps imparti à peu près. Ouais, ça fait 1h30. Bon, je pense que c'est bien de s'arrêter là. Ouais, parce que après, on va finir par se perdre totalement dans les détails. Et puis bon, pour finir, on peut faire un petit boom final. Je sais pas, vous décocter quelques petites images agréables de ce que tu les as toujours pas mises. J'espère que tu vas les mettre tout le long de la vidéo quand même. Les marre. Les viewers ne regarderont plus que ça et ils écoutent. J'ai appris récemment que Kim Jong-un s'était fait bâtir un téléécran. Ouais, attends. C'est l'avenir. Calculateur portable, hein. C'est selon. Bof, de toute façon, il va gagner la guerre et il a un poney magique. Kim Jong-un. Pour ceux qui ont tenu jusqu'à maintenant, on s'est retenu d'un gros fou rire pendant une bonne partie du débat à cause de ce genre de conneries. Déjà dès le début, ça rigolait. Ouais, c'est pour ça que vous entendez rire alors que j'étais en train de parler. C'est moi qui trollais Saga par rapport au fait que finalement c'est bête, mais les Coréens on retient pas leur nom. Les seuls dont on retient le nom, c'est finalement la famille des Kim. Voilà. Bon, donc voilà. Perso, je me suis beaucoup amusé à se faire ce débat. C'est sûr, hein, entre les républicains américains et les nord-coréens, ah ouais, rassuré, hein. T'aurais dû être là la semaine dernière, on se serait bien marré aussi. Sur la défense européenne. Dommage. Ouais, mais c'est sûr que là, avec Kim Jong-un, c'est tout de suite. Ouais. Est-ce que tu as eu des questions par rapport justement au dernier débat sur la défense européenne? Non, pas vraiment, on va dire. J'ai eu quelques retours, mais les commentaires sont restés assez. J'ai vu ça. Il y en a trois. Magnus, York, Rémi Cass. Bref, quelques habitués. Voilà les connaisseurs. Voilà. Il y a combien de vues pour le moment? Attendez que je je pense qu'on a dépassé la centaine. Oui, on a dépassé 115, la centaine, mais j'ai pas le détail. Tout à l'heure 115. Enfin bon, donc merci d'avoir. Merci à tous, c'est chouette. Merci à tous. Et venez participer au grand débat pour savoir quel est le plus grand héros de tous les temps. Sur le forum de la guerre. Les élections du forum de la guerre. Par contre, ce serait bien de faire le sujet. Pourquoi chercher le sujet le grand héros la semaine suivante de tous les temps? On a Kim Jong-un pour ça. Bon, écoutez, on va en rester là.
et se dire à une prochaine fois pour encore plus de débats et de discussions hautement intéressantes sur cette actualité. Et au revoir. Voilà, au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir. Et sinon, on passe aux pilotes. À bientôt. Et le sujet prochain portera sur la mort de Chavez. Est-ce un bouleversement pour l'Amérique latine? N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et nous vous y répondrons dans la minute.